Bonsoir, bon dimanche. Le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais a été présenté à Yaoundé au cours du mois de janvier au président de la République, Paul Biya. Ce document est le fruit d'un travail mené depuis mars 2023 par des historiens camerounais et français sous la direction de la chercheuse Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blake Bassi. En réaction, nous allons explorer en profondeur quelques différentes thématiques abordées à ce sujet, mais sous le prisme de l'écrivain camerounais, j'ai failli dire contestataire de ce rapport, Gaston Kelman. Dans une édition du journal Le Quotidien Le Messager du 5 février, l'article signé de Gaston Kelman est intitulé en titre « La rage ». Cela dit, la mémoire historique, la manipulation politique, le rapport de force entre l'Afrique et la France et la nécessité d'une réécriture indépendante de l'histoire du Cameroun sont donc les axes pour lesquels plaide l'artiste camerounais. Gaston Kelman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce dimanche. Évidemment qu'on va également aborder quelques sujets de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a, j'ai failli dire impressionné, mais je veux dire révolté dans ce rapport, dans ce rapport ou dans cette démarche, dans cette méthodologie, tout autour de ce travail, qu'est-ce qui vous a le plus enragé, pour emprunter à votre expression? D'abord, c'est l'idée elle-même d'attendre les ouvertures des archives en France pour écrire l'histoire du Cameroun. Je pense que ça révolte n'importe quel intellectuel camerounais. On n'a pas besoin de l'ouverture des rapports, des archives étrangères. On irait ouvrir celle d'Allemagne, on irait ouvrir celle d'Angleterre, je ne sais pas, peut-être celle des Portugais aussi, si on descend jusqu'au Rio dos Camões, pourquoi pas celle des Carthaginois si on va jusqu'à Amont? On risque d'aller très loin si on veut écrire notre histoire à base d'archives étrangères. Déjà, c'est la première chose qui m'a agacé depuis cette antienne. Elle n'a pas commencé avec Macron. Les archives, comme si nous ne pouvions pas, il y a par exemple 60 ans, récolter la mémoire des survivants pour écrire notre histoire. Donc si je comprends bien, à ce jour, on n'a pas encore commencé à enseigner l'histoire. Et je comprends bien, la suite vous le prouvera, qu'on n'a pas encore commencé à enseigner l'histoire de nos immortels, comme moi je les appelle, tout simplement parce qu'on n'avait pas encore ouvert les archives françaises. Donc vous comprenez, le principe même de cette espèce de course à l'échalote vers les archives françaises m'a gassé. Le principe tout simplement d'attendre les archives françaises m'a gassé. Et chaque président français qui venait au Cameroun promettait aux Camerounais l'ouverture des archives. Et quand Macron vient, sa finesse, c'est que cette fois, ce n'est pas les archives qu'on ouvre, c'est des Français, on me dira avec des Camerounais si on veut, qui écrivent l'histoire du Cameroun. Et on me parle d'histoire partagée, je crois que nous reviendrons sur toute cette thématique-là. Donc c'est le principe même déjà qui est un peu frustrant. Aviez-vous des attentes précises vis-à-vis de cette commission mémoire, ou alors dès l'entame vous vous êtes dit il n'y a rien à attendre? Oui, je n'en attendais rien. Okay. Et nous sommes tous d'accord au moins sur un fait, c'est qu'elle n'apporte rien de nouveau en fait. Elle n'apporte rien de nouveau. Il suffit de lire depuis Achille Mbembe, Deltombe, Mongo Betty et toutes les personnes, des plus grands aux plus petits, je peux même aller jusqu'à citer mes jeunes amis, comme Harold Ketch. Il n'y a pas un Camerounais qui n'a pas... Il y a des milliers de Camerounais. Je ne parle même pas des historiens de l'université de Yaoundé qui n'aient pas écrit, mais quelle est cette angoisse existentielle que nous avons toujours à attendre, un peu comme le coup d'envoi qui viendrait de Paris pour qu'on commence à penser qu'on peut écrire notre histoire. Franchement, je n'en attendais rien. Et je pense que tout le monde, globalement, est d'accord sur le fait que ça n'apporte rien de nouveau. Sauf, justement, à essayer de tisser un peu les angles, de lisser un peu les angles, de présenter une certaine histoire comme la France va la présenter. C'est ça qui est agaçant. Et pourtant, c'est nous qui avons toujours cette espèce d'adage qui dit que si l'histoire de la chasse était écrite par le lion, ce ne serait pas la même histoire. Pourquoi faut-il que l'histoire d'une domination coloniale soit écrite par le colon? Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il va me l'expliquer? Donc pour vous, définitivement, ce rapport ne contient rien de nouveau? Non, non, rien de nouveau. Non, non, sinon l'agacement que justement, vous savez, c'est certains mots que j'utilise souvent, vous me défendez souvent de les utiliser sur votre antenne, je me serais permis de dire d'utiliser un de ces mots. Mais comment vous considérez la posture de la France dans cette histoire qui manifestement a salué le rapport, les travaux de la commission mémoire, mais aussi le Cameroun, on y reviendra après, mais déjà, comment vous, je repose la question, vous percevez la posture de la France? Je plains la France, franchement, je plains la France. Parce que se voir interpeller tous les passages du président, ouvrez les archives, ouvrez les archives, ouvrez les archives, comme si on avait besoin de ces archives. Eh bien, moi je disais que les archives, on ne les ouvrirait jamais. Bon, évidemment, on trouvera toujours quelques rigolos, qu'ils soient Premier ministre français ou pas, qui disent qu'il n'y a pas eu d'exaction au Cameroun. Ça, on peut en rire, on en a ri. Et on se dit, où les stupides, où les demeurés. Parce que nier les faits historiques flagrants, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds à l'école. Et puis, en fait, cette histoire-là n'est pas l'histoire de France. C'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun. Alors bon, que la France soit invitée, évidemment, on a l'impression de revenir, vraiment, excusez-moi ça, de revenir encore à la mission civilisatrice, de revenir encore à la France qui nous donne les... Dans mon article, je disais qu'il y a des positionnements qui sont tellement gauliens, je vais créer une commission. Le président Macron, devant le président, bien dit, je vais créer une commission. Mais évidemment, on n'a pas arrêté de le lui demander. On n'a pas arrêté de le lui demander. Et moi, c'est cette angoisse existentielle que j'appelle souvent l'aliénation qui me gêne énormément. Mais la France a tout à fait légitimité à être contente qu'elle ait écrit l'histoire de la chasse camerounaise du côté du chasseur. Qu'est-ce qui s'en plaindrait? La question ne fait pourtant pas forcément débat au sein de l'élite politique, au sein de l'élite intellectuelle française. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez que ça les intéresse? Pourquoi vous voulez que ça les intéresse? Quel est le trauma? La guerre se passait au Cameroun. Il y a eu du napalm en France? Non. Il y a eu, je raconte dans ce texte-là l'histoire d'un gamin de 3 ans qui voit sa grand-mère brûler. Parce qu'à l'époque, il y avait des déportations vers les bords de la route des villages. Et tous les mois, il fallait que les gens aillent chercher. Une fois par mois, les gens avaient l'autorisation d'aller dans leur campement ancien rechercher de la nourriture. Et il ne restait au village que les enfants de moins de 5 ans et les vieillards complètement impotents. Ce gamin reste avec sa grand-mère qui est dans son grabat, au bord du feu. Par un malheur, concours de circonstances, la grand-mère tombe dans le feu. Pendant 6 heures, l'enfant a eu le fumet de sa grand-mère dans les narines. On l'a trouvé tenant la main de sa grand-mère, évidemment qui était calcinée jusqu'au poignet. Vous croyez qu'il y a un petit blanc? Je suis content pour eux. Un petit Français qui connaîtra ce traumatisme-là. En quoi vous voulez que la guerre camerounaise intéresse le commun des Français? Les historiens, Deltombe et consorts, ça les a intéressés comme intellectuels. Mais en quoi voulez-vous que le traumatisme qui a été vu, ceux qui l'ont vu, j'oublie le nom de ce jeune aviateur-là, Max quelque chose, qui dit, si j'étais Camerounais, j'en voudrais à la France. Si j'étais Camerounais, j'en voudrais à la France. Ce type-là n'a jamais pensé qu'il vivait mon trauma. Il me plaint parce que lui, il a vu les femmes qu'on éventrait et tout. Il a vu ça. Vous qualifiez la notion d'histoire partagée de déclaration Mais c'est la plus grande tristesse que j'ai jamais vue de ma vie. Comment voulez-vous qu'on partage une histoire? Si vous me coupez la tête, quelle histoire nous partageons? Si je vous escroque, quelle histoire nous partageons? Comment peut-on imaginer, vraiment, qui me pardonne mes amis juifs, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour que le juif partage son histoire avec le nazi? Comment peut-on imaginer que le dominant partage l'histoire avec le dominé? Mais c'est une absurdité intellectuelle totale. Et je ne plains que ces gens dont le niveau intellectuel est de penser qu'on partage une histoire traumatique. Non, ça ne se partage pas. Vous allez juste à comparer la colonisation française à l'apartheid, à l'Afrique du Sud, dans l'article que vous avez signé. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai vécu ça, moi. C'est quoi les similitudes? Les similitudes, c'est tout. C'est la domination exponentielle du blanc sur le noir. C'est le droit de vie et de mort. C'est les places partagées, enfin les places différentes à l'église. C'est les écoles différentes, c'est les centres commerciaux différents. Je ne m'en plains même pas, je constate. Aujourd'hui, je suis français.
Et je vous assure que si je n'étais pas fier de la France, je ne serais pas devenu français. Mais je sais ce que je peux apporter à la France, justement pour qu'elle comprenne ce qui se passait réellement. Qu'on ne lui raconte pas des conneries du genre, histoire partagée, culture partagée, gentillesse, civilisation. 2% de scolarisation, ce n'est pas la civilisation. Moi, j'ai vécu à Dizangué quand j'étais petit. J'étais servant de messe. Il y avait un côté pour les Blancs. Je crois que c'est comme ça que c'était en Afrique du Sud. Un côté pour les Noirs. Il y avait un campement pour les Blancs. Je crois que c'est comme ça que c'était à l'apartheid. Un campement pour les Noirs. Henri Chameau avait le droit de vie et de mort sur tout ce qui était dans la plantation. Il en jetait dans la Sanac, dans le lac Ossa quand il voulait. Il mettait dans les sacs de chute, il jetait dans le lac Ossa. Ça, c'est moi, mon trauma à moi. Et vous croyez qu'il y a beaucoup de Blancs qui peuvent partager ce trauma? Je l'ai même écrit une fois dans une revue française. Il y a un fils de colon qui m'a dit « je mens ». Il avait vécu à cette époque, à Dizangué. Il était de l'autre côté, lui. Il me traitait de menteur. Je ne sais pas pourquoi je mentirais. Je ne mentais pas. Il y avait par exemple des scènes où les Blancs mettaient 2 Noirs, un homme et une femme à copuler. Et puis ça les amusait. J'ai vécu, j'ai connu tout cela. Mais je n'en ai jamais voulu à mes confrères, à mes concitoyens français d'aujourd'hui. Ça, c'est une histoire dont moi je garde le trauma, qu'ils ne partageront pas avec moi, et je voudrais qu'ils aient la décence de ne pas me parler d'histoire partagée. C'est tout ce que je demande. Qu'on ne voit absolument pas en mon positionnement une quelconque rancœur que ce soit envers... J'ai écrit un livre. La France est le pays le moins raciste de l'hémisphère nord. Je parle de la vraie France, je ne parle pas de la France de l'élite politique et intellectuelle qui est complètement schizophrène. Je parle de la France, celle que j'aime, celle qui m'a fait devenir français. Et j'ai écrit un livre. Je peux vous défier que vous ne me trouverez pas un indigène français à écrire ça. Mais à observer ce peuple, les mariages mixtes, comment est-ce que les gens vivent, les quartiers qui sont généralement partagés sur la base de l'argent, pas sur la base de l'appartenance. En Amérique aujourd'hui, en Afrique du Sud, les quartiers, les pays, les espaces fondamentalement racistes ou de caste, vous ne vivez pas ensemble si vous n'êtes pas de la même caste, vous ne vous mariez pas entre vous. Donc c'est par rapport à tout cela. Et il y a une très belle histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, où un village à Champagné, le village Champagné, demandait au roi. C'est la première fois qu'ils entendaient dire que les Noirs étaient esclaves. Pendant ce temps, toute la philosophie française définissait le Noir comme inférieur au Blanc. Mais ces gens-là ont dit au roi d'arrêter d'esclavagiser leurs frères. Voilà le mot qu'ils ont employé, nos frères noirs. N'esclavagisez plus nos frères noirs. Faites-en de bons citoyens. Nous avons appris que, voyez, nous avons appris que, arrêtez ça, messire roi, faites-en de bons chrétiens, de bons citoyens, parce que nos enfants auront honte de nous. S'ils apprennent que nous avons mangé du pain arrosé par le sang des petits Noirs. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont honte, comme ce Français-là, ce jeune pilote d'hélicoptère qui disait « si j'étais eux, j'en voudrais à la France ». Ils ont honte. Un Français aujourd'hui, et moi je l'inviterais, moi, à ne pas avoir honte, puisque ensemble nous pouvons construire un avenir meilleur. Et c'est en cela que le franco-camerounais que je suis peut aider la France à sortir de ses procrastinations, de ses prétentions, de son élite, à vouloir civiliser les Noirs, à créer des fonds de développement de la démocratie en Afrique, tout un tas de bilvésés comme ça, qui n'ont absolument pas de place dans la relation. Vous voyez la continuation de la domination? Mais évidemment, évidemment, bien entendu. Je vais ouvrir une commission. Quand un président dit « si nous n'avions pas été là, aucun pays africain ne serait libre aujourd'hui », parce qu'il y a quelques Français qui sont morts. Un mort est un mort de trop. Il ne se souvient même plus de ceux qui sont morts dans l'autre sens. D'accord. On va prendre une pause pour le premier reportage et revenir juste derrière pour suivre cet échange autour du rapport de la commission Mémoire France-Cameroun. Longtemps tu et méconnu, le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et indépendantistes au Cameroun sur la période 1945-1971 est au centre d'une étude scientifique. Ce document est le fruit du travail de 14 chercheurs de diverses spécialités du Cameroun et de la France, une commission initiée lors d'une visite du président français au Cameroun en juillet 2022. À l'époque de l'indépendance formelle du Cameroun en 1960, la France est accusée d'avoir œuvré à l'installation d'un gouvernement favorable à ses intérêts et d'avoir pris part à la répression sanglante des militants du mouvement nationaliste de l'Union des populations du Cameroun.
Celle-ci se solde par la mort des milliers de ses partisans et l'assassinat des leaders indépendantistes, entre autres Ruben Oumniobé en 1958 et Félix Moumié en 1960. Avec la remise de ce rapport aux chefs d'État de la France et du Cameroun, de nombreuses familles espèrent que la France reconnaisse et assume ses responsabilités historiques dans ces drames. Autour sur le plateau, nous sommes avec Gaston Kelman, écrivain. Gaston, pourquoi la France, selon vous, refuse-t-elle de reconnaître, de considérer le colonialisme comme un crime contre l'humanité? C'est parce que ça met mal à l'aise peut-être. Et puis bon, ils finiront par le reconnaître. Et puis de toutes les façons, vraiment, soyons sérieux. Moi, je ne vis pas comme Camerounais par rapport à ce que pense la France. Dites-moi, qu'est-ce que ça ajoutera aux Camerounais que la France dise « Oui, je reconnais, c'est un crime contre l'humanité ». Le Camerounais doit l'apprendre à ses élèves. Nous avons été victimes d'un crime contre l'humanité. La reconnaissance peut déjà être une consolation. Mais s'ils le font, tant mieux pour eux. Ah non, moi, ça ne me consolera pas du tout. Franchement, je ne cherche pas. Du côté camerounais que je suis... C'est peut-être aussi une compensation éventuelle. Je veux dire que chacun... Je ne sais pas quel positionnement prendre, par exemple, à ceux qui demandent de compensation. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je voudrais d'abord que le Camerounais enseigne à ses enfants qu'ils ont été victimes d'un crime contre l'humanité. Pourquoi faut-il que c'est la France qui nous donne l'accord pour qu'on le dise à nos enfants? Honnêtement, pourquoi faut-il que nous attendions que la France reconnaisse? Moi, ça ne me dérange. Le jour, je veux vous le dire, le jour où nous allons l'apprendre à l'école, à nos enfants ici au Cameroun, la France va changer de position. Mais quand nous lui demandons aujourd'hui d'ouvrir les archives pour y trouver ce qui nous permettrait d'enseigner à nos enfants ce qu'ils doivent apprendre, vous comprenez? Vous avez le beau rôle, comme disait... Et justement, vous êtes contre cette position que la France ouvre ses archives pour nous apprendre l'histoire, alors qu'il est clair qu'il y a un certain nombre d'éléments contenus, tout au moins des actions menées par la France dans nos pays à cette période, dans leurs archives. Je vous assure qu'on les connaît toutes. Apparemment, le Cameroun a aussi des archives d'ailleurs, qu'elle n'a pas ouvertes à la France. Demandez-moi ce que vous voulez savoir. Sur ce plateau, je vais leur dire. Ils vont l'écrire demain et nos enfants vont l'apprendre. Le napalm, tout le monde le sait. Et vous voulez les chiffres? À quoi ça sert de savoir qu'il y a... Vous voulez les charniers? Eh bien, allons à Gambé. Allons à Équité. Allons au chute de la métier. Honnêtement, dites-moi, fondamentalement, de quel élément nous avons besoin pour que 65 ans après les indépendances, nous n'enseignions pas à nos enfants à l'école ce que c'est que leur histoire, parce que nous attendons l'ouverture des archives françaises. Demandez-moi n'importe quoi. J'ai écrit une pièce de théâtre sur Oumniobé, je n'ai eu besoin d'aucune archive. Et puis mon ami Pierre Bobda Kamé, pour lui, le seul bien de ce rapport, c'est qu'il va, puisque c'est un rapport qui est sorti sans qu'on ouvre vraiment les archives, soyons sérieux, puisqu'ils ne savent même pas que le napalm a été jeté au Cameroun, apparemment. Donc, pour Pierre Bobda Kamé, la seule avancée de ce rapport, c'est que ça va permettre aux Camerounais de comprendre que lui, il est historien. On n'écrit pas son histoire politique dans les archives, en attendant les archives étrangères. Voilà la seule conclusion de Pierre Bobda Kamé. Et lui, comme historien, il m'a rassuré. On n'a pas besoin de ces archives pour écrire notre histoire. Et je vous dis, c'est un historien qui le dit, que le seul bien de cette commission, c'est qu'on sait maintenant. Eux, ils ont écrit leur histoire sans ouvrir le 10e des archives. Et Deltombe a écrit cette histoire avec ce qu'il a eu comme archive. Achille Mbembe, il y a 40 ans, a écrit cette histoire avec ce qu'il avait comme élément. J'ai fait une pièce de théâtre, Mongo Betty, tout le monde. Pourquoi s'enquister dans ce fantasme des archives-là pour enseigner à nos enfants ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils doivent faire? La grosse interrogation désormais, c'est le rôle des historiens camerounais. Et l'autre, c'est pourquoi on attend donc autant de temps pour reconstituer ces éléments d'histoire? Mais je n'arrête pas de vous dire aujourd'hui que c'est déjà fait. Mais où sont-ils? Prenez le livre de Deltombe, tout le monde le connaît, Cameroun, c'est écrit là-dedans. Prenez le livre de Mbembe, prenez ma pièce de théâtre, et il y en a beaucoup. Mais vous avez dans le paysage camerounais 1000 documents. Le nombre de thèses qui ont été écrites sur cette fête-là, il y en a des tonnes. Pourquoi est-ce que les historiens camerounais se plaignaient que, pourquoi on attend les archives françaises? Il y en a plein qui se plaignaient, qu'on n'a pas besoin. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il manque de la matière qu'on n'enseigne pas Oumniobé à l'école? Vous croyez vraiment aujourd'hui que c'est parce qu'il faut donc?
Non, mais il faut que les pouvoirs publics prennent les responsabilités. Si j'ai enragé dernièrement, c'est parce que le président de la République, je ne sais pas quel conseiller lui a écrit ce texte-là, il remerciait la France et il disait « Maintenant, nous avons de la matière pour nos livres scolaires ». Mais j'enrage au plus profond de mon honnêteté intellectuelle que grâce à Macron, un rapport est sorti qui n'apporte rien de nouveau. Le président de la République le félicite et s'en félicite. Certains m'ont dit que c'est de la diplomatie, qu'il fallait le remercier. Je ne suis pas diplomate, donc on me laisse moi aussi parler comme je veux. Je ne peux pas accepter que le président de la République remercie son homologue français, que maintenant, enfin, nous avons matière à enseigner à nos enfants. Achille Mbembe va s'emporter. Moi, je vais m'emporter. Mettez ma pièce de théâtre au programme demain. Elle est là. Et qui disait aussi que maintenant, les conclusions de ce rapport vont nous permettre de créer des monuments, des lieux de mémoire. Mais dites au président qu'il y a un mémorial à Équité. Dites à monsieur le président qu'il y a un mémorial au chute de la Métier. Dites au président qu'il y a un carrefour de martyrs à Bafoussam. Dites au président qu'il y a une statue de Oumniobe à Ezeka. Dites au président qu'il y a un mémorial sur un charnier en Gambais. Je peux continuer, hein? Je peux continuer, je peux dire tout ce que vous direz au président pour lui dire qu'on n'a pas attendu. Nous, on n'a pas attendu Macron pour faire notre travail. Et je rends hommage ici à tous ceux qui ont participé à tous ces travaux-là. Le dernier monument de Ngambé a été inauguré le 13 septembre 2024, à l'anniversaire de la mort de Oumniobe. Moi-même, j'ai amené des enfants sur la tombe de Oumniobe, une cinquantaine de personnes. Donc, nous, sur le terrain, on travaille. On n'a pas attendu l'autorisation de la France, ni le mémoire de la Commission. De même, vous rejetez totalement l'idée d'une carte assise entre la France et le Cameroun. Je ne la rejette pas, je la massacre. Je ne la rejette pas, je la massacre. Et pourquoi? Mais c'est une agression violente. Vous croyez qu'aujourd'hui, il y a en France quelqu'un qui se réveille le matin, comme cet enfant de 3 ans, qui a vu le cadavre de sa grand-mère dont il tenait le bout de la main? Mais quelle catharsis il y a dans la société française aujourd'hui? Je peux prendre le téléphone et appeler un de mes amis blancs qui sont en France. Gars, la guerre du Cameroun, qu'est-ce que tu as laissé comme preuve? Il va me demander, il y a une guerre au Cameroun? Mais catharsis commune. L'Afrique du Sud, qui était dans le même pays, les Blancs et les Noirs l'ont essayé. Ça a été le fiasco, le flop le plus monumental du millénaire. Qu'est-ce que ça a rapporté, la commission Mandela? Sinon, plus de frustration encore chez les Noirs, à qui on disait, oublie que le Blanc qui est en face de toi a tué tes 10 enfants. Ça se passe comme ça. Et ce Blanc-là, à sa mort, par exemple, pour nous, c'était que De Clercq, qui a eu le prix Nobel. De Clercq disait que le Noir est inférieur au Blanc, jusqu'à sa mort. Il a eu le prix Nobel. Et il y a un certain Mengele, sud-africain, qui se promène partout et qui dit que lui, il a pu tuer peut-être 1 million de Noirs parce qu'il leur inoculait le sida. Il leur disait, venez, on va vous soigner. Et il leur inoculait le sida. Il dit, à cette époque, pour nous, il fallait faire un génocide de Noirs et je faisais que mon boulot. Alors on voit à quel point ce type regrette ce qu'il a fait. C'est-à-dire flop. Flop de chez flop. Et imaginez, le Sud-Africain à qui on a dit, oublie ce que ce type-là a fait. Et ce type, aujourd'hui, lui, il se pavane sur toutes les télévisions pour dire ce qu'il faisait. Et dire que c'était son boulot, un point, un trait. Vous voyez, là, c'est la même nation. Hein. Ils sont dans le même pays. On invite... Attends, quand on fera la catharsis, on la fera où? Au Cameroun. On va inviter département par département, ou région par région, ou des représentants. De quel droit, je dirais, par exemple, à mon ami de Picardie, allons faire la catharsis sur la tombe, sur l'ossuaire de Ngambé? Il va me dire, mais garçon, ma part là est quoi? Je vous donne toujours l'exemple de ce jeune aviateur-là qui disait, si j'étais Camerounais, j'en voudrais aux Français. Parce que lui, il l'avait vu, il était mal à l'aise. Il ne dirait pas, il faut que nous nous asseyions tous et qu'on se mette à pleurer ensemble. Non, il sait que ces larmes ne sont pas là. Pour vous donner un exemple, quand j'entends parfois les Africains dire « Oh, vraiment, nous avons souffert de la traite », je dis « Mais attention quand même, la traite, les effets sont chez nous aussi, c'est vrai. Mais je ne peux pas me mettre à la place de l'Américain, du descendant de l'esclave. Vraiment, je ne prendrai jamais sa place. Je ne prendrai jamais sa place. Je serai malheureux pour lui, je vais me taire.
Quand il racontera ce qu'on a fait à sa grand-mère dans les champs de coton, je me tairai. Je ne lui dirai pas, je viens pleurer avec toi. Je n'ai pas connu ça. Et quand, par exemple, je parle de ce que moi j'ai connu à des engraissés mini-apartheid, j'ai du respect. Moi, c'est parti. J'ai du respect pour ceux qui ont connu le vrai apartheid en Afrique du Sud. Et je n'accepterai même pas que quelqu'un qui n'a pas connu... Et vous doutez de ce que cette commission ait eu connaissance de tous ces faits? Pardon? Vous doutez de ce que cette commission ait eu connaissance de tous ces faits? Pourtant, on l'a vu sur le terrain, la commission. Je ne comprends pas la question. Vous doutez de ce que la commission mixte ait eu connaissance des faits que vous relevez? Non, non, non. La commission... Je ne sais pas, c'est la commission qui demande la catharsis. Non. Voilà. Vous avez non, oui, la commission a bien connu certains faits, mais la commission a eu des négations qui sont tristes aussi. Il y a par exemple un monsieur qui se fâche là sur Internet, il dit qu'il a reçu la commission pendant 4 heures. Il est très en colère. Lui, il a perdu son sens olfactif. Et il a été en France, c'est un colonel militaire à Clamart qui lui a dit que, oh, ton truc là, c'est les effets du napalm. Tu as été exposé au napalm. Il dit, je suis Camerounais. Et le colonel ne savait pas, le colonel niait aussi qu'il y avait eu le napalm au Cameroun. Cet homme, il s'en va à Bangalore. Et là-bas aussi, on lui dit, les conséquences, c'est l'effet de l'exposition au napalm. Et il est très en colère parce que le rapport doute de l'utilisation du napalm. Ils disent qu'il y a plutôt eu des bombes incendiaires. Mettez-vous à la place de ce type-là. Et c'est justement ces édulcorations-là qui disent, oui, il paraît qu'il y a eu une centaine de morts par-ci, il paraît qu'il y a eu ceci par-là. Il faut lire même quelqu'un comme Gaston Donat. On apprend ce qui s'est passé à Douala en septembre 1945. Parce que les gens s'étaient un peu fâchés, enfin les ouvriers s'étaient un peu rébellés, ils sont sortis dans la rue, ils ont jeté quelques cailloux sur des bâtiments publics. Le lendemain matin, les Blancs se promenaient à Newbell sur des camions. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ils ont pris les mitraillettes à l'armée de l'air, ils ont pris leurs propres fusils de chasse et ils tiraient à travers les calabotes, nos maisons en calabote. Je me souviens de cette affaire-là. Voilà quelque chose que moi je connais personnellement. Ah non, pardon, je me souviens que pendant la guerre, nous avons connu des scènes comme ça aussi. Celle-là, je n'étais pas encore né. Mais je sais que nous, on se cachait, on se couchait parfois sur les lits à Newbell, parce qu'on tirait à tir-larigot. Mais ceux-là, effectivement aussi, voilà des choses qui se sont passées. Nous avons cette mémoire-là, et certaines, ils l'ont écrite, d'autres ne l'ont pas écrite. Et ça gêne beaucoup de voir que, malgré leur descente sur le terrain, ils commencent à douter. Je crois avoir lu dans le condensé du rapport qu'ils doutent de la présence des Blancs au quartier Congo. Vous voyez? Et le gars qui a vécu le quartier Congo, qui entend dire, lui, il voit les Blancs qui étaient là, il dit, j'ai échappé au feu. Moi, j'ai réussi à échapper au feu, aux flèches des Haoussa et aux balles des Blancs. Et on veut me dire qu'on se pose la question s'il y avait des Blancs. Et pourtant, ils ont interrogé des gens qui leur ont dit, oui, il y avait des Blancs au quartier Congo qui tiraient. D'accord. Deuxième reportage de l'émission de ce soir, et puis on revient poursuivre le fil de cet échange. Face à l'avènement de nouveaux médias, les Camerounais écoutent-ils encore la radio? Non, parce que la radio ne donne plus ce n'est plus fiable. Allez, maintenant. C'est la télévision, les chaînes de télévision, beaucoup plus. Franchement, je l'écoute très rarement. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps. Hein. On est sorti pour un problème ou pour un autre. Et ce qui vous tombe en face tout de suite, c'est les images. Non, je n'écoute plus la radio parce que aujourd'hui, nous voulons voir et écouter. J'écoute la radio. Et puis, j'écoute plus particulièrement la chaîne nationale. Cependant, la radio peut garder sa place privilégiée dans les quotidiens, pense-t-il. À l'époque, en dehors de l'information courante, je suivais beaucoup les séries radiophoniques, policières notamment. Moi, je me souviens, j'aimais bien écouter Anthologie du mystère à notre époque. Hein.
Ce qui fait qu'à chaque 21h, je devais courir vers le poste radio pour suivre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux encore bien suivre? Nous voulons que l'État s'accentue dans le domaine de la formation des journalistes. Il faut encore une bonne sensibilisation et il faut des bonnes informations. Voilà qui pourra redonner vie et primeur à l'un des plus vieux médias au monde. Alors, Gaston Kelman, depuis la production de ce rapport, on n'entend pas beaucoup, ou du moins quelques exceptions, des voix contraires qui se lèvent, que ce soit les intellectuels camerounais ou les intellectuels africains. Très peu s'offusquent, un peu comme ce que vous faites là, très peu s'expriment contre, très peu apportent des éléments contraires. Comment percevez-vous cette attitude de ces autres? Peut-être je suis d'autant plus, justement, c'est peut-être je veux dire, comment est-ce qu'on appelle encore ça? C'est peut-être ça, that's the point. Que moi, peut-être c'est parce que je suis français et camerounais que je suis plus choqué que les Camerounais seuls. Peut-être ils ont moins conscience de cette affaire. Peut-être que moi, la décence et la puissance que m'a donné le pays des philosophes, une certaine liberté, me permet de me fâcher aujourd'hui, de m'indigner, d'enrager devant ce rapport-là, et que les Camerounais, ils se disent, bon, de toutes les façons, nous avons d'autres problèmes, notre chat à fouetter, que de nous occuper de ce rapport-là. Ou bien d'autres disent seulement, de toutes les façons, moi je ne l'attendais pas. Je pense qu'il y a 1000 positionnements par rapport à ce rapport. Moi je ne l'attendais pas. Il dit ce qu'il raconte. Ou bien... je pense que c'est peut-être ça qui domine. Je ne peux pas, puisque je ne suis pas directement concerné, expliquer ce qui fait qu'il y ait le calme place sur ce rapport. Peut-être parce que beaucoup disent, bon, de toutes les façons, je n'y attendais rien. Est-ce qu'un conseil de contestation ne pourrait pas, qui sait peut-être, pousser les auteurs de ce rapport de véritablement tenir compte des éléments qui ne sont pas forcément ressortis dedans? Oui, mais faisons notre travail nous-mêmes. Je vous dis que ce rapport-là, pour moi, je ne l'attendais pas, je n'en voulais pas. Après, quand il est sorti, vous verrez que quand j'enrage, les points de ma rage sont multiples. La réaction, par exemple, de nos autorités camerounaises me fait enrager énormément. Les positionnements initiaux des populations, des politique français, en l'occurrence Macron, tout cela me fait enrager. Donc ce n'est pas tant le rapport lui-même. Il y a vraiment quelques passages du rapport qui me font enrager, mais je n'en ferai pas mon livre de chevet. Je n'en ferai pas ma référence intellectuelle. Absolument pas. Et même je dis que c'est un non-événement. Vu comme ça, je dis que c'est ce que ça a déclenché du côté de nos pouvoirs qui disent que nous avons un rapport qui va nous permettre d'enseigner les affaires à l'école qui m'a le plus mis hors de moi. On n'en avait pas besoin, on n'attendait pas ça. Et Monsieur le Président, ne nous insultez pas. Et ne présentez toujours pas l'image du gentil noir, l'ami noir qui est naïf, l'ami africain qui est naïf, parce que ça va encore faire rigoler un peu. Et vous dites que la réaction du Président de la République, Paul Biya, a été une faiblesse timide? Et monumentale. Vraiment. J'ai énormément de respect pour le Président de la République. Et c'est parce que j'ai du respect pour lui. Et je l'ai dit dans le texte. J'ai dit, Monsieur le Président, vous êtes trop cultivé, vous êtes trop intelligent. On ne peut même pas l'intelligent, je ne peux même pas parler d'intelligence. Vous êtes trop cultivé. Vous êtes trop au fait de la réalité historique de notre pays pour penser que nous attendons ce rapport. Certains hommes, certains élus ont essayé de me dire que, vous savez, le Président n'est jamais dupe. Et c'est pourquoi il dit cela. Qui n'y pense pas. Mais moi, je ne suis pas un président. Moi, je ne suis pas un diplomate. Moi, je n'ai pas félicité Macron de m'avoir apporté quoi que ce soit. Alors, je dis au président que si ces mots diplomatiques ont fait plaisir à la France, ils ont heurté des gens qui ont travaillé sur ce domaine. Des gens qui ont travaillé sur ce domaine, on leur dit, ou des gens qui demandent depuis 1000 ans qu'on enseigne. Je pense que vous n'avez pas encore entendu un Camerounais qui ne vous dit pas, il faut qu'on enseigne ces gens-là, il faut que ça rentre dans nos livres d'histoire. On a toujours dit ça. Et aujourd'hui, le président nous dit, OK, Macron m'a donné un rapport, merci, ça va m'aider à enseigner ça dans les livres d'histoire. Ça nous choque, nous qui avons travaillé là-dessus. Moi, je suis le dernier d'ailleurs de la classe, le dernier de ceux qui ont apporté leur contribution. Depuis 40 ans au moins, les gens ont énormément travaillé là-dessus. Et le pouvoir public aurait pu tout simplement dire aux Camerounais, donnez-moi matière pour qu'on puisse enseigner ces affaires
dans nos écoles. Il y a quelques années, je crois que c'était en 1991, le président a reconnu la valeur de nos héros nationaux. Vous croyez que depuis ces 35 ans-là, on n'aurait pas trouvé un péquenot d'historiens pour nous mettre ça dans les livres scolaires? N'empêche justement que il y a une forte chance que ce rapport soit vulgarisé à travers l'école, dans les universités, que ce soit la version officielle qui soit prise en compte désormais dans l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'il y a un moyen qui c'est peut-être de contrecarrer cette possibilité, vous qui le contestez? Peut-être que je n'ai pas encore le moyen, mais ce n'est pas la volonté qui me manquera, bien sûr. Apparemment, la deuxième phase de ce rapport, je ne sais pas si vous allez y arriver, ce serait celle de Blik-Bassi, où on va rentrer dans les funérailles de la mémoire. On a l'impression qu'ils rêvent, ces gens-là. On a l'impression que... Et ces funérailles de la mémoire, apparemment, si j'ai compris, il y aurait des pièces de théâtre, il y aurait des danses, il y aurait une comédie musicale. Pour mieux permettre à plus jeunes d'intégrer et de comprendre les contours de l'histoire du Cameroun. On va comprendre l'histoire du Cameroun dans un ballet. Combien de gens sont capables de décrypter un ballet? Ou bien je vais voir parce que, attendez, il y a les funérailles de la mémoire. D'accord. Les funérailles de la mémoire, ce n'est pas ce qu'on va montrer dans les livres. Parce qu'apparemment, ah oui, peut-être, les funérailles de la mémoire seront aussi, j'ai entendu parler de bandes dessinées, aussi des dessins animés, de ce genre de choses-là. Bon, aujourd'hui, ce qui m'agace le plus, c'est qu'on me parle de funérailles de la mémoire dirigées par le chanteur Blik-Bassi. En quoi c'est agaçant? N'a-t-il pas les... Il n'en a pas le calibre, je suis désolé. Disons les choses telles qu'elles sont. Il n'en a pas l'étoffe, quand même, que chacun reste dans son couloir et on se portera tous bien. Je ne connais pas du tout la puissance de cet homme-là à porter une charge comme celle-là. Avant, on croyait qu'il était dans le rapport là-bas, son nom n'est même pas sur la couverture. Donc maintenant, il paraît qu'il y en aura deux rapports. Et la Française a regroupé ces gens. Je pense qu'elle a regroupé aussi ses propres gens. Lui, maintenant, qui va faire les funérailles de la mémoire. Mais est-ce qu'ils comprennent les travaux durant un an de 2025, ces gens-là? Je ne suis pas sûr que même Manu Dibango, je lui aurais reconnu la capacité à porter les funérailles de la mémoire. Il ne faut plus que ça. Il ne faut plus que ça. C'est-à-dire que par exemple, nous les Bassa, aujourd'hui, nous parlons de Mbak, où Mnyobe a été assassiné. Et nous n'avons pas expié cet assassinat. Donc nous pensons que beaucoup de malheurs qui arrivent au pays Bassa, c'est un ésotérisme qui doit être porté par d'autres personnes que par un chanteur ou même un écrivain comme Gaston Kelman. Ça doit être à un autre niveau, je pense. Donc vraiment mêler les funérailles de la mémoire, c'est-à-dire sous l'égide de la France, parce que c'est la France qui a financé. Hein. On me dira, mais il fallait que les Camerounais financent, mais il y a par exemple des choses. Si quelqu'un vient dans ma maison... Donc pour vous, c'est un travail morné? Ce n'est pas un travail morné. Il y aura peut-être un travail, mais je ne reconnais pas à la France la légitimité de dire je vais initier les funérailles de la mémoire au Cameroun. C'est comme la fameuse catharsis. La France n'a pas voix au chapitre de la catharsis. La France n'a pas voix à nous enseigner la démocratie. Parce qu'il y a aussi un fonds de la démocratie qui a été créé par la France. Il y a trop de prétentions qu'on accorde à la France ces derniers temps quand même. Et c'est nous qui leur accordons toutes ces prétentions-là. Et c'est ça qui m'agace. C'est ça qui m'agace. Les funérailles de la mémoire, vraiment cette expression-là, elle me gêne au plus haut point. Que c'est le financement de la France qui nous envoie aux funérailles de la mémoire. Et qu'un chanteur ne puisse pas se dégager d'un tel traquenard qu'il pense que lui, il a les épaules pour porter les funérailles de la mémoire camerounaise, de ces gens qui sont morts. Voilà. En d'autres termes, le Cameroun aurait dû refuser ces travaux. Vous êtes catégorique là-dessus? Oui, bien sûr, ce genre de choses. On dit, pardon, s'il vous plaît, excusez-nous. Moi, je n'irai pas faire les funérailles de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et dès lors, quel est le schéma qu'on aurait dû emprunter? Ben, on va le trouver. Si maintenant, on se dit que il faut faire... Je vous dis, c'est des choses qui se demandent depuis très longtemps. Je vous ai cité, par exemple, Oumniobé, dont l'assassinat en pays Bassa n'a jamais été expié parce que nous pensons que nous n'avons pas fait le rituel du Mbak. En quoi ça consiste? C'est un rituel quand, par exemple, il y a un assassinat, quand il y a un accident même de voiture.
pour que le malheur, ne perdure pas dans la famille, voilà, qu'on coupe le lien. Qu'on coupe le lien, voilà. On fait le lien ça. de sang. Voilà, tout à fait. Pour qu'il n'y ait plus de ce genre de malheur dans la famille, on appelle ça Sambak. Ce qui est l'équivalent de... En fait, Numbak, ça renvoie toujours au sang. Le Mbak, c'est par exemple la tuberculose comme maladie de Mbak. Donc, c'est cette relation au sang, pour cela qu'on appelle Sambak. Les Bamileke ont certainement le leur. Toutes les personnes qui ont souffert de cela ont le leur. Ça ne se résoudra pas par un ballet, par une comédie musicale, je ne pense pas. Et c'est des domaines... Il y a un malaise, vous ressentez le malaise que moi-même je ressens à me positionner par rapport à cela. Mais ça me gêne que c'est ce rapport qui a déclenché ce genre de phénomène. Mais comment comparez-vous la position du Cameroun parallèlement à cette question, à celle d'autres nations anciennement colonisées également? Vous savez, le Cameroun, c'est quelque chose de hyper spécial. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah, oui, c'est déjà le Cameroun, tout le monde le sait. Mais je veux dire qu'une nation qui a été colonisée par 3 puissances étrangères, il n'y en a pas 2 en Afrique. Une nation qui n'ayant pas été une colonie, le Cameroun n'a jamais, ni d'Ève, ni d'Adam, été une colonie. Et c'est sur ces pays-là que la France vient exercer la plus grande violence, le plus grand crime contre l'humanité en Afrique. Vous comprenez que la situation est quand même spéciale. On ne s'attend pas à ce que les Ivoiriens ou les Sénégalais ou les autres puissent se retrouver devant ce positionnement. Et là, dans cela, on a un génie qui s'appelle Oumyobé et l'UPC, qui réussissent à mettre en difficulté une puissance coloniale, qui s'en vont à l'ONU. Et ça, la France, des années de Gaulle, des années 40, 50, ne pouvait pas imaginer qu'un Noir les mette en difficulté. Comme disent Deltombe et puis les écrivains, les historiens de ce livre-là sur le Cameroun, ils disent que le Cameroun est au fondement de la France-Afrique. L'intelligence de Oumyobé a tellement mis à mal le modèle français de colonisation qu'ils se sont dit que si ces gens-là, on ne les enferme pas dans un écrin de fer, dans une gaine de fer, et qu'il y a d'autres Oumyobé qui apparaissent, mais on va rentrer ici comme des cons. Donc, mettons toute la brutalité en place, mettons toute la malice en place pour que les Oumyobé n'existent pas. La preuve, lisez un peu le droit des pays tutelle. Le pays tutelle n'a aucun droit sur la tutelle. Le pays tuteur n'a aucun droit sur la tutelle. Le pays, la tutelle a le droit de penser, de créer des partis politiques, de commercer même. Le Cameroun pouvait commercer avec l'Allemagne ou avec la Chine en étant sous tutelle française. La France n'avait aucun droit de lui interdire. Elle devait seulement faire en sorte que, comme on nous considère un peu comme des petits sauvages, permettre que les petites sauvageries disparaissent, que nous puissions rentrer dans le concert des nations. Mais des pays sous tutelle, des pays sous tutelle, comme Bagdad, comme l'Irak, qui était sous tutelle, je crois qu'il était sous tutelle anglaise, en moins de 10 ans, on a levé la tutelle et puis on les a laissés un royaume libre. Tous les pays qui étaient sous la tutelle, qui étaient les colonies de la Turquie, de la Turquie, ont été libérés très rapidement parce qu'on considérait qu'il y avait 3 mots de tutelle. Il y avait A, B, C. On trouvait que ce qui était A pouvait dès le lendemain être libéré, comme l'Irak, pour vous citer cet exemple. Le deuxième, c'était des pays comme le Cameroun, le Togo, les pays d'Afrique centrale. Il leur fallait un peu de rabibotage à gauche et à droite, et puis qualité volaille. Mais la France, pour elle, non. Et Oumyobé le savait. Oumyobé disait, mais monsieur, nous, on n'est pas de l'Afrique dictatoriale française ou de l'Afrique occidentale française. Alors, le colon ne pouvait même pas entendre qu'un noir ouvre la bouche et lui parle quand lui l'a parlé. Il y a plus fort de raison qu'il prétende aller le court-circuiter, aller à l'ONU et réussir à le court-circuiter, aller à l'ONU. Les historiens vous diront ça avec moins de passion que moi, mais avec plus de justesse. Voilà donc ce qui a condamné à mort l'UPC. Voilà ce qui a apporté toute la dureté. Il fallait vraiment mater toutes ces populations-là. Et vous savez que pour un combattant UPCiste qui mourait, il y a peut-être 100 innocents qui mouraient. Et sous des formes les plus atroces. Les morts préventives, les morts punitives, parce que vous avez caché les maquisards, boum, en fait, c'est ce qu'on appelle les maquisards, on tue en Gambie, ça a été ça, on a tué. Et on disait à l'époque, on a un document sur Bonjok qui dit que là-bas, c'était si un blanc est blessé, ça fait 15 noirs qu'on tue, si un blanc est tué, ça fait 50 noirs qu'on tue.
Bon, on vient au village, on prend 50 noirs, boum, et puis on tue. Voilà ce qui s'était passé dans cette affaire-là. Et la France ne peut pas avoir de la fierté que ça se sache. Ça, c'est sûr. Vous croyez que ce rapport-là sera ce qui s'est passé à Bonjok le jour où on a tué? Demandez à Mme Were King qu'elle vous dise ce qui s'est passé dans son village. C'est son village. Demandez à professeur Tang de vous dire ce qui s'est passé dans son village, à Bonjok par exemple. Demandez à ceux qui étaient en Gambé, demandez à ceux qui étaient partout de vous dire. Il y a un de mes amis qui me disait, hier ou avant-hier, que chaque fois qu'il traversait le bac de Sagbayemi, enfin le pont de Sagbayemi, pour aller au village, sa maman pleurait. Elle se rappelait le nombre de personnes qu'on avait mis dans des sacs de jute et qu'on avait jetés dans le fleuve. Et je vous jure qu'elle, chaque fois, il me dit, chaque fois, c'est une haute personnalité, un très grand ami à moi, qui disait que chaque fois qu'il traversait le pont, sa maman fondait en larmes. Voilà, cette histoire, elle est dans nos tripes. D'accord. Parlons de la jeunesse. La fête de la jeunesse s'est déroulée cette semaine à Yaoundé. Il y a eu le congrès du Parlement des jeunes, réuni au siège de l'Assemblée nationale en face de quelques membres du gouvernement pour répondre à leurs préoccupations. Vous suivez ce reportage. Cette séance de travail se tient en marge de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Plusieurs membres du gouvernement sont interrogés par les jeunes parlementaires sur les problèmes des jeunes. Formation, chômage, déviance, mais surtout le phénomène d'immigration qui bat son plein. Il était question pour nous d'examiner la loi portant sur la suspension des visas entre la République du Cameroun et la Fédération de Russie. Hier, nous avons travaillé sur ce projet de loi en commission, en présence du représentant du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le ministre Félix Bayou. Je leur ai expliqué que cet accord vise au renforcement des relations entre les deux pays, mais j'en ai profité pour expliquer aux jeunes ce que c'est un visa. Un visa, c'est une présomption que vous avez l'accord d'entrer dans le territoire d'un pays. À la suite de cette séance de travail, le nouveau Palais des Verts a également abrité la séance plénière du deuxième congrès des jeunes du Parlement. Un prolongement des préoccupations adressées aux membres du gouvernement dans l'intérêt des jeunes. Cet engagement ne saurait être complet sans une participation active au processus démocratique, nécessitant une conscience citoyenne, une implication dans les débats publics et une implication accrue dans les processus de prise de décision. Les jeunes parlementaires ne comptent pas limiter leur plaidoyer à l'hémicycle. Moi, particulièrement, je travaille dans la commission de finances et budget. Malheureusement, notre ministre n'est pas venu, mais nous avons eu la chance de travailler avec d'autres autorités qui nous ont plus orientés et nous ont plus situés. Et aujourd'hui, je prends la parole au nom de la jeunesse et des jeunes, des femmes qui sont là, que nous sommes vraiment très émus. À la suite de ce congrès, ils prendront part aux différentes parades du 11 février dans leurs circonscriptions respectives. On va certainement entamer la suite de cette émission avec l'invité de ce dimanche, Gaston Kelman. On parle singulièrement des conclusions du rapport mémoire, le rapport Ramondi Blik-Bassi, récemment remis au président français en France et au président Paul Biya ici à Yaoundé. Avez-vous le sentiment, ou du moins, quel est l'impact véritable que vous appréhendez éventuellement sur l'implémentation des conclusions de ce rapport aussi au Cameroun? Je n'attends vraiment rien. Je voudrais tout simplement que ce soit... Il n'y a pas d'impact. Oui, un phénomène, c'était un non-événement, on passe à autre chose. La France voulait tourner une page. Oui, bon, tout le monde s'est fait plaisir. Ceux qui ont été dans la commission, les jeunes doctorants et tout ce monde-là, voilà. Il faut même essayer de voir un peu la qualité des gens qui étaient là. Je crois qu'il y avait certaines grosses pointures et puis d'autres qui étaient là, qui étaient très heureux d'être là. Kana Yime Djol, comme on dit chez nous en Bassa, le blanc a connu mon nom, moi si je suis là, puis ça va très bien. L'aliénation, boum, et puis on est content. Vous savez qu'il y a des historiens camerounais qui ont quand même été associés. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a certainement quelques grosses pointures. Et puis, il y a par exemple une qui me traitait, je sais quoi, de mangeur de manioc derrière moi à la télé. Son premier élément, c'était la fierté d'avoir été invité à ce rapport. Voilà. Donc, vraiment, je n'attends rien. Ça a fait son petit buzz. Et vous avez vu, pchit.
Maintenant, on passe à autre chose. Donc, comme le président a dit que maintenant, il sait qu'on peut écrire ces livres, ces éléments dans notre livre d'histoire, et bien qu'il nous donne l'autorisation de le faire. Moi, je suis disponible qu'on puisse... je ne suis pas historien, je suis écrivain, qu'on me commande des pièces de théâtre ou bien des écrits pour qu'on puisse enseigner que le roi Christophe puisse se reposer un peu, la tragédie du roi Christophe, ou bien une saison au Congo, les seules références qu'on avait sur la résistance des Noirs, et bien qu'on prenne l'immortel de Boumyebel, dialogue d'autres vies. On ne dira pas qu'il n'y a pas des éléments. Et bien qu'on prenne, même pas sur le Cameroun, que ça devient un livre de référence dans ce pays, et bien qu'on prenne le mémoire d'Achille Mbembe, que ça serve de référence dans ce pays. Ce n'est pas ça qui manque. Qu'on commande, qu'on dise maintenant, donc, parce que ce jour, on n'enseigne pas cette histoire au Cameroun. Nous sommes passés du temps où les gens ont dû changer leur nom parce qu'il s'appelait Oum. Il était complètement, je veux dire, il était banni de toute nationalité camerounaise. On connaît des personnalités qui sont devenues des Poum Boum parce qu'il ne fallait pas que le nom Oum ou même Niobé soit sur leur nom. On est passé à la deuxième phase où le président a réhabilité ses héros. Maintenant, la troisième phase, le rapport, c'est peut-être l'un de ses... Et c'est peut-être l'un de ses avantages. Si lui-même ne vaut rien, il a fait prendre conscience au président et aux autorités que maintenant nous pouvons commencer à enseigner cette histoire à nos enfants. Et nous disons chiche, nous sommes là. Et vraiment le rapport lui-même, on le met aux oubliettes, quoi. Mais sur les relations franco-camerounaises, il n'y aura pas de conséquences non plus? Aucune. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme suite à ce rapport? On va faire comment est-ce qu'on dit? On va faire la catharsis. On va la faire comment? On va faire des charters de petits blancs qui viendront ici, on va pleurer ensemble. On va faire comment? Sur les relations au Cameroun, ça va changer quoi, honnêtement? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous vous attendez? Non, ce n'est pas moi qui pose la question. On s'attendrait que ça change quoi? Que le chef d'entreprise, tel chef d'entreprise français au Cameroun... Même pas la perception du colonialisme par la France? Mais ça n'intéresse aucun Français déjà, premièrement. Vraiment, ce rapport n'intéresse... peut-être 0,0000. Bon, évidemment, Deltom va le lire. Évidemment, comment est-ce qu'elle s'appelle cette dame-là? Elle va le lire. Mais je vous parie que les Français qui vont acheter ce livre, ils sont vraiment très peu. Mais pourquoi vous voulez que ça les intéresse? Pourquoi vous voulez que soudainement ça les intéresse? Pendant que le rapport s'écrivait, combien de Français en ont parlé? Combien de chaînes de télé en ont parlé? Là, je crois que j'ai vu des extraits dans des journaux, là, les journaux en ont parlé, un rapport ceci, un rapport cela. Et puis les Français ont le devoir de passer à autre chose. On ne fera jamais de catharsis, on ne fera jamais ce genre de choses-là. On n'a pas vécu une histoire, cette histoire n'est pas une histoire commune. Voilà, et puis on va passer à autre chose. Mais maintenant, nous donc, que ce soit l'an 3 de notre révolution sur la prise en compte de nos héros, qu'il y ait des monuments de Oumniobé partout, qu'il y ait Moumié partout, qu'on revienne même que les Doumbé Douala Mangabel soient réhabilités, la même chose, que Ngossodine, on repense à Ngossodine, jusqu'à Ernest Wandier, le prince Bakoko, le prince Malimba, voilà. Qu'on repense à ces gens-là, que nos enfants les connaissent, parce que nous, on fait un travail aujourd'hui. On fait un travail qui s'appelle tout simplement, qui parle de tous les immortels. Et pour nous, les immortels commencent justement de Malimba à Wandier. Voilà, tous ceux qui ont versé leur sang, tous ceux qui méritent que nous leur rendions hommage. Nous faisons ce travail-là, il va sortir bientôt. Mais comment appréciez-vous la réaction éventuelle ou la non-réaction, ça aussi ça peut être une attitude de la jeunesse camerounaise vis-à-vis de ce rapport qu'on n'a pas beaucoup entendu, il faut le dire? Qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse comprenne à un rapport qui leur tombe dessus? Il faudrait qu'on leur enseigne ça d'abord à l'école. Ils savent que Oumniobé c'est qui? Ils savent que l'UPC c'est quoi? Ils ne savent pas. Donc le rapport pour eux, c'est... Peut-être quand on va le mettre sans rap, j'en sais rien. Peut-être là, ça aura du sens pour eux. Mais aujourd'hui, le rapport, ils ne savent même pas que ces gens existent. Ils sont un peu comme les petits Français, sauf que eux, ce sont leurs ancêtres. Hein. Sauf que c'est leur grand-père, c'est leur arrière-grand-père et leur grand-mère. Parce qu'il ne faut pas oublier toutes les femmes qui ont été là. Donc pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens. Et justement, je voudrais rendre hommage au fait qu'il y a eu des espaces quand même de fraternité. Il y a eu... de Gaston Dona, c'est Gaston Dona qui a formé toute l'élite politique du Cameroun, même les Assal et tout ce monde-là. Gaston Dona est venu comme instituteur en 1944. En 2 ans, il a fait un travail extraordinaire. Il a fait ce qu'il appelait d'abord l'école
Il a fait une école pour former les enfants, les jeunes. Oumniobé était de cette école. Et après, il a formé au syndicalisme. Après, il s'est mis à les former aux politiques. Et on l'a affecté ailleurs. Mais il est revenu ici et il raconte dans son livre, afin que nul n'oublie. Moi, je voudrais aussi rendre hommage à ces gens-là. Voilà les vrais gens que nous devons, qui ont été dans le camp de ceux qui disaient on ne peut pas faire ça des êtres humains. Il y a même une dame qu'on a assassinée à Vérébolova là-bas, qui s'appelait Madame Cousin. On l'a assassinée parce que je suis noir là-bas. Et les Français l'ont assassinée parce qu'apparemment, elle avait des documents qu'elle voulait envoyer à l'ONU. Donc il y a eu des Européens comme ça, des Occidentaux qui ont été qui ont fait un travail énorme. Je vous dis, Gaston Donat, c'est vraiment c'est le pilier de la conscientisation des Camerounais. C'est un blanc, donc ce n'est pas une affaire de noir-blanc, c'est une affaire de dominant-dominé, tout simplement. Prenons donc ce dernier reportage et puis on revient pour les dernières questions, la dernière ligne droite avant de mettre un terme à cette émission. La régie va prendre le relais dans ce reportage. À l'audience de ce 12 février au cabinet du juge Gilbert Schlick, la Cour d'appel a notifié aux deux parties son intention de solliciter l'avis du ministère public dans cette affaire. En réalité, il s'agit là d'une cause communicable au parquet, selon l'article 36 du Code de procédure civile. Toute cause concernant l'État devrait normalement être communiquée au parquet pour ses réquisitions. C'est ce qui s'est fait. La Cour a rabattu son délibéré. Ça veut dire qu'elle n'a pas prononcé une décision sur la demande. Et elle estime donc que l'avis du ministère public est nécessaire. Donc, c'est une règle de bonne administration, de bonne justice. Nous avions pensé à cela, mais on se heurtait à la formule de l'article 81 du Code électoral qui disait que la Cour statue sans procédure. Donc, on reviendra donc lundi 17 à 13h pour débattre des réquisitions du ministère public avant le prononcé de la décision. L'affaire a été remise en délibéré au lundi 17 février. À Elecam, comme au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, l'on est confiant. Je suis serein et vous savez, la Cour est souveraine. C'est elle qui décidera et sa décision, d'ailleurs, vous devez le savoir, elle n'est sujette à aucune voie de recours. Donc lorsqu'elle sera rendue, tout le monde s'y pliera. Donc revendiquer la liste électorale nationale ne saurait être une activité criminelle. C'est plutôt la non-publication de la liste électorale qui peut déclencher un processus d'activité criminelle. Donc il est important que la liste électorale nationale soit rendue publique. Il faut noter que cette affaire intervient dans un contexte préélectoral, l'élection présidentielle étant prévue au mois d'octobre prochain. Pour terminer, Gaston Kelman, concrètement, qu'est-ce que le Cameroun doit faire de plus pour reconnaître, saluer et rendre immortelle la mémoire de tous ceux justement qui sont battus, qui ont péri pendant la période des indépendances, pendant la période de la colonisation, et que définitivement ça rentre dans les cahiers de l'histoire du Cameroun? Mais c'est l'écrire. On n'écrit pas une histoire à quatre mains. D'accord. On connaît cet adage. Et le lion écrit son histoire et le chasseur écrit son histoire. Le lion et le chasseur n'ont jamais écrit leur histoire ensemble. Maintenant que nous prenons de plus en plus conscience, je dis qu'il y a eu 3 étapes. Il y a eu à un moment donné, si vous vous appeliez Oum, vous étiez mort. Après, le président de la République a reconnu les héros, il les a réhabilités. Enfin, maintenant, je regrette que ce soit parce que le président français est venu au Cameroun que ça déclenche tout cela. Mais maintenant, je dis chiche, allons-y. De l'école primaire, qu'on arrête les Carthaginois, les Mérovingiens, les Carolingiens, et Charlemagne et tout cela. Non, les étudiants qui iront faire histoire à l'université pourront apprendre l'histoire de France, tout ce qu'ils veulent. Je veux qu'on enseigne l'histoire du Cameroun et du Cameroun. Point final. Comme ça se passe dans le monde entier. Comme ça se passe dans le monde entier. J'ai passé toute ma vie à apprendre l'histoire des autres. Je voudrais qu'aujourd'hui, nos enfants, quel est l'enfant français qui n'a pas entendu parler de Gaulle, de Charlemagne, de Roland, de ceci, de cela, de Charles Martel et tout ce monde-là? Quel est l'enfant camerounais qui a entendu parler de Oumniobé, de Wandié, de tous ceux qui se sont battus? C'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'on leur dise, voilà vos héros à vous. Parce que pour nos enfants, vous savez le nombre de Gaulle qu'il y a dans ce pays. Vous savez le nombre de gamins qui s'appellent De Gaulle dans ce pays. Même Mitterrand.
Vous savez le nombre de gars qui s'appellent Clovis dans ce pays parce qu'on a de l'admiration pour les héros des autres. Le temps est venu pour que nos enfants s'appellent Oumniobé, pour que nous sachions quelle a été la puissance depuis le temps où depuis que je m'intéresse à Oumniobé, pour moi c'est l'un des hommes les plus intelligents que la Terre ait conçu. En Afrique, aujourd'hui, tout le monde s'arrache Oumniobé. Il n'y a pas une révolution africaine qui ne parle pas de Oumniobé. Mandela parlait de Oumniobé, les présidents de l'AIS parlent de Oumniobé. Au Cameroun, on ne connaît pas Oumniobé. Cherchez l'erreur. Nous avons mené cet échange sous le prisme de votre tribune libre dans le Messager intitulé La rage. Et en conclusion, que signifie donc réellement la rage de Gaston Kelman dans ce texte? La rage de Gaston Kelman, c'est la position qu'on a donnée à la France comme fondateur de la prise en compte de notre histoire. D'accord. C'est l'arrogance dont le président français a fait montre en disant « je vais créer une commission, je nomme le côté français, je nomme le côté camerounais, j'attends les conclusions du rapport ». Cette arrogance-là, c'est elle qui m'agace. Et nous, notre diplomatie, pour dire ce que les amis du président veulent que je dise, notre diplomatie à dire merci beaucoup, bravo de nous avoir appris que nous avions une histoire. Voilà l'objet de ma rage. Gaston Kelman, merci. C'est moi. Merci infiniment d'être venu ce dimanche, partager cet échange avec nos téléspectateurs pour avoir accepté le contre-pied du rapport de la commission mixte, commission mémoire, récemment rapport remis aux deux chefs d'État français et camerounais. Bon retour. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, ce lundi, d'emblée, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.